Vous voulez en parler justement, Philippe de Villiers, et c'est une bombe mondiale, l'affaire Epstein, qui s'étend chaque jour sur l'ensemble de la planète et touche même la France et des personnalités politiques ô combien importantes. Vous voyez, on a fait une petite revue de presse, dossier passionnant cette semaine dans Le Point. L'Independent revient aussi sur cette affaire aujourd'hui, Der Spiegel en Allemagne également. Et un ex-ministre français est cerné d'appel à la démission. Il s'appelle Jack Lang. Jack Lang qui apparaît dans ces millions de documents plus de 600 fois dans les documents judiciaires de l'affaire Epstein. Aucune charge pour l'instant ne pèse contre lui. Il sera convoqué dimanche par le ministre des Affaires étrangères. Et je me permets de vous donner la toute dernière information, si je l'ai encore. Son avocat dénonce sur RTL un colportage de bouts de ficelle. Que pensez-vous de ce méga scandale ? Alors, Jeffrey Epstein était un golden boy de la finance mondialisée. C'est ainsi que l'a qualifié Mathieu Bocoté. Toujours aussi vigilant dans la sémantique, et précis et talentueux. Alors, il a été arrêté une première fois pour des actes de pédophilie, puis il a été arrêté une deuxième fois en 2019, d'abord en 2008, puis ensuite en 2018, et on l'a trouvé suicidé en prison. Alors, en fait, tout le monde tremble. J'en connais des gens qui tremblent, mais bon, je ne citerai pas de nom, mais simplement, je voudrais dire que ça tremble partout. Pourquoi ? Parce que ce qui est à venir, c'est du lourd. Là, il n'y a que 10% de documents qui ont été défrichés, qui ont été expertisés. Ce qui est à venir est beaucoup plus important. Je voudrais simplement dire ceci. Qu'est-ce que l'affaire Epstein ? Comment la définir ? C'est une affaire énorme, gigantesque, d'un trafic sexuel pédocriminel mené par un homme d'affaires américain impliquant des milliers et des milliers de mineurs et de jeunes adultes. C'était toute la jet set pendant des années qui allait sur la fameuse île, elle porte un nom mal nommé, elle s'appelle les îles Vierges. Et donc, au large de la Jamaïque, il avait son île et il faisait venir tout le monde. Vous avez compris pourquoi. Et tout le monde venait. Alors la France là-dedans, parce que c'est ça qui nous intéresse. La presse est très timide, vous remarquerez, très timide. Alors on peut la louer pour cette timidité en disant elle est prudente. Mais elle est prudente et timorée. Pour la France, il faut savoir que M. Epstein avait plusieurs appartements à Paris, dont un 22 avenue Foch. Vous pouvez y aller si vous voulez. Avenue Foch. Voilà. Je dirais commémorer tout ce qui s'est passé à avenue Foch. Il y a beaucoup de gens qui connaissent le 22 avenue Foch. Et il s'est passé des choses à 22 avenue Foch, au point que ça passe inaperçu, mais il y a une enquête préliminaire qui a été lancée par le parquet de Paris en 2019. Et cette enquête, elle est au point mort depuis. On est en 2026. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Parce que c'est ça qui est important, qui est intéressant. Premièrement, qu'est-ce qu'on attend pour faire une commission d'enquête ? Ah, quand même,
C'est intéressant, c'est important. Donc, commission d'enquête. Deuxième proposition, il faudrait que le garde des Sceaux, au titre de l'article 40, il a le devoir de dénoncer des faits qui sont portés à sa connaissance, comme tout citoyen français. Donc il faut qu'il y ait une procédure judiciaire, il faut relancer l'enquête préliminaire pour en savoir plus. Et pour qu'il y ait des commissions rogatoires qui soient lancées, y compris aux États-Unis, au ministère de la Justice, pour aller dépouiller les documents, pour en avoir le cœur net. Sinon, c'est effrayant. Sinon, c'est la rumeur qui court, la rumeur qui dit n'importe quoi. Bon, il y a des gens qui sont cités parfois, etc. Mais voilà, on n'en sait pas plus. Alors, on sait simplement que l'ancien ministre de la Culture et sa fille fait partie d'une société offshore et se débattent devant les médias de la concurrence, sur BFM, sur LCI. Ils n'ont pas eu encore l'occasion de venir sur CNews, mais ça ne saurait tarder. Et ils disent, oui, on se défend, on n'a rien vu de tout ça. Et puis, de toute façon, la fille Lang dit... oui, moi je savais qu'il avait été condamné en 2008, il a purgé sa peine, alors une fois qu'il a purgé sa peine, là c'est fini, terminé. Hein. Ah bon, d'accord, bon. Et donc on va voir tout ce qui va se passer, mais simplement ce que je voudrais dire c'est la chose suivante. Moi pendant des années, j'ai été comme beaucoup de Français accusé de complotisme, de conspirationnisme. Parce que je parlais de la société de connivence. Et j'avais une espèce d'intuition physique que cette société de connivence, elle regroupait des gens importants qu'on appelle les élites mondialisées. Les élites mondialisées, en fait, partageaient un combat et un mode de vie. Le combat partagé par les élites mondialisées, c'était le libre-échangisme, dans tous les sens du terme. Le libre-échangisme, c'est-à-dire faire sauter les frontières. Et je me disais, pourquoi ils veulent faire sauter les frontières? Toutes les frontières. Et alors, à ce moment-là, il y avait ce qu'on appelait les bourgeois bohèmes. C'était un hybride, le bourgeois bohème. C'était no border, no limit. C'est-à-dire le libéral voulait abattre les frontières au nom de la marchandisation du désir. Et le bohème, lui, il voulait faire sauter la limite au sens moral du terme. C'est d'ailleurs ce qu'ils ont fait. Avec ce qu'on a appelé le capitalisme libertaire, qui porte bien son nom. Voilà. Et donc nous sommes devant cette société de connivence qui est aujourd'hui démasquée grâce à l'affaire Epstein. C'est vraiment la fin de ce qu'on a appelé la mondialisation heureuse. Je pense que la mondialisation heureuse, pour cette société de connivence qui nous a appauvris, qui nous a détruits, qui a déconstruit les nations, qui a déconstruit la morale élémentaire, qui a déconstruit la civilisation, cette société de connivence qui n'avait ni foi, ni loi, ni morale, cette société de connivence, il faut qu'elle rende des comptes. Il faut qu'on les mette dehors. Autre sujet à présent, politique et économique. Vous souhaitiez aborder la question du budget, mais au-delà du budget, c'est cette France qui se paupérise, qui se tiers-mondise. Expression et formule employée cette semaine par Nicolas Balvrez dans les colonnes du Figaro. La France est en voie de tiers-mondisation et il dit la paupérisation de la France n'a rien de fatal. Elle est le produit de nos erreurs et de nos renoncements qui culminent aujourd'hui avec l'immobilisme du pays. On a vu des grands patrons aussi se mobiliser pour expliquer combien ce budget était un budget dangereux pour l'économie française. Quel commentaire vous inspire-t-il et surtout, que pensez-vous de cette évolution de l'économie française, Philippe de Villiers? Je vous remercie de me poser cette question parce qu'effectivement, j'ai lu ce papier de Nicolas Balvrez, qui est vraiment un esprit fulgurant, toujours précis et honnête. Alors en fait,
on sort de la semaine de budget. Ça paraît lointain, mais c'est tout près de nous. Et qu'est-ce qu'on peut dire de ce budget? Ce budget, en fait, il ruine la France un peu plus. C'est un budget qui tourne le dos au redressement de la France. C'est un budget socialiste, parce qu'il s'établit sur deux choix. Le choix de la redistribution plutôt que de la production. 40 milliards d'impôts supplémentaires. Vous vous rendez compte? Et il s'appuie sur un deuxième choix absurde, c'est les retraités plutôt que les actifs, c'est-à-dire en fait l'instant plutôt que le futur. L'instant qui nous appauvrit plutôt que le futur qui permet la création de richesses. Alors, en fait, le peuple français est un peuple aujourd'hui appauvri. La richesse par habitant connaît une chute brutale depuis 3 ans. Le PIB, c'est 38 000 euros. 38 000 euros. C'est-à-dire qu'en fait, on est, c'est pas vrai ce qu'il dit très bien, au 34e rang mondial. On est 7% sous la moyenne européenne. Vous vous rendez compte? On est 15% sous l'Allemagne. Et il y a aujourd'hui 10 millions de pauvres en France et 650 000 Français qui basculent chaque année dans la précarité. Pays appauvri, peuple endetté. Et c'est là que le papier de Bavrez est intéressant parce qu'il dit des choses qui jusqu'à présent n'étaient pas dites. Je m'explique. Tout le monde sait qu'il y a une dette publique de 3 400 milliards. Bon, petite parenthèse, quand on en parlait ensemble, il n'y a encore pas longtemps, vous m'aviez dit la dette de 3 000 milliards. Ouais. Mais aujourd'hui, 3 400. Et puis quand on va se revoir pour parler d'économie dans 6 mois, dans une autre vie, peut-être, eh bien, ça sera 4 000 milliards, bon, etc. Enfin, bon. Et cette dette, elle est détenue par qui? Elle n'est pas détenue par des Français, elle est détenue par les étrangers. Donc vous imaginez dans quelle situation on est. Et il faut ajouter à cette dette la quote-part française des emprunts européens, 2 emprunts européens qu'on a oubliés, mais ils sont là, ils courent. Les 800 milliards d'euros du plan de relance post-Covid et les 90 milliards d'emprunts pour acheter des armes à M. Zelensky, sans que ça passe par le Parlement, etc. Ce qui fait pour nous à peu près 180 milliards, plus 12 000 milliards d'engagements pour les retraites. Si bien qu'un Français, vous, moi, un citoyen français, au titre des engagements des finances publiques, il a 231 000 euros de dette à payer. Ça fait 6 ans de revenus. Troisièmement, il parle de tiers-mondisation. Oui, le peuple français est un peuple en voie de tiers-mondisation, en tout cas smicardisé, dans un pays désindustrialisé. Vous vous rendez compte que il y a eu 70 000 faillites cette année. C'est du jamais vu. Et il y a un cadre de Brandt qui a dit l'autre jour une chose très juste. Les liquidateurs de Brandt, ils sont à l'Assemblée nationale. Ce sont eux qui ont fait le manque de compétitivité énergétique. Ce sont eux qui ont largué la souveraineté industrielle. Ce sont eux qui ont mis des impôts de production. On est pris à la gorge. Mais ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que les européistes vous expliquent « Oui, mais attendez, avec l'Europe, on va s'en tirer. » Pourquoi? Parce que maintenant, il y a la souveraineté européenne. Ah oui, alors je suis allé voir de près. J'ai lu un papier dans les Échos la semaine dernière qui gratinait. Vous savez qu'en ce moment, à Bruxelles, il y a une bagarre sur la question de la préférence européenne. Concept du funambule de la sémantique, Emmanuel Macron. La préférence européenne. Et là, en fait, la Commission dit « Ok, préférence européenne, pourquoi pas ?» Mais
à condition qu'elle s'étende à tous les sites de production, il y en a 80, des 80 pays avec lesquels on a signé des accords de libre-échange. En d'autres termes, une production cubaine, une production roumaine, une production indienne, une production brésilienne sera une production européenne. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, la France et l'Europe se conçoivent comme un espace de consommation et non plus un espace de production. Vous vous rendez compte que la France, elle ne produit que 38% des biens manufacturés qu'elle consomme. Et puis, il y a une petite phrase dans le papier de Nicolas Bavrez qui m'a alerté. Il ose le dire, l'euro n'est pas une protection, ou plutôt c'est une rente. Je répète ce que j'ai dit. J'ai écrit un livre sur l'euro. Vous avez aimé les farines animales, vous adorez l'euro. Bon, l'euro, c'est pratique pour les hommes politiques. Il n'y a plus de sanctions. Il n'y a plus la sanction des marchés. Il n'y a plus d'évaluation. On fait ce qu'on veut. Voilà. En fait, c'est François Longlet qui avait dit ça. C'est l'oreiller qu'on met sur le réveil pour ne pas entendre sonner l'alarme. Voilà. C'est une faillite. Faillite française, faillite européenne. Nous y sommes. Et quand je vois sur une autre chaîne tout à l'heure, la binette de Bourlange qui dit oui, grâce à l'Europe, etc. Ils sont, mais combien de temps encore? Et je vois, il y a eu un sondage sur l'Europe cette semaine. Et il y a que 38% de Français qui sont maintenant eurosceptiques. Et 29 qui sont encore qui pensent que l'Europe va nous sauver. Mais combien d'émissions faudra-t-il pour qu'on explique les chiffres? Voilà, les chiffres, je viens de vous les donner. Je parle rarement de chiffres, vous en conviendrez. Je préfère les mots aux chiffres. Mais souvent, les chiffres sont plus forts que les mots. Philippe